Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Accent du Sud. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Je dis merci à nos amis de C'est un tube qui me cèdent l'antenne à l'instant. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières de secondes. Dans cette édition d'Accent du Sud, je reçois une nouvelle fois le docteur Landine Ndiaye, président du mouvement panafricain des leaders en Afrique. Bonjour, docteur. Bonjour, William. Je suis très content de te revoir. On peut se tutoyer. Pas de souci. Je suis très content de te revoir sur le plateau d'Accent du Sud. Après quelques mois d'absence, tu étais passé ici il y a quelques mois, je ne me rappelle plus trop quand, mais ça paraît à la fois hier et ça paraît aussi, ça fait un moment aussi. Tout à fait, ça fait un moment. Je pense que ça fait techniquement 3 mois. Si je m'abuse, c'était fin mois de mars ou début d'avril. Merci, docteur, de me faire toujours l'amitié d'être sur mon plateau. Menu de notre échange, l'actualité de la démocratie en Afrique. Le prétexte au départ de cette émission, on en parlera, a été la décision du président Macky Sall du Sénégal de renoncer à se présenter pour un 3e mandat. Bon, la situation, juste en un mot, quelle est la situation actuellement au Sénégal, vous qui suivez cette actualité de près? Tout d'abord, je réitère mes remerciements pour cette invitation. Je pense que c'est la 2e fois que je viens à cette émission Accent du Sud qui est bien écoutée à travers votre station radio et également aussi les étudiants l'écoutent très bien. Et maintenant, moi, comme je vous dis, je suis un acteur de la démocratie. Et à un moment donné, ça a failli basculer, mais je suis convaincu que le Sénégal, c'est un pays qui peut trébucher, mais ça ne tombe jamais, dans la mesure où il y a des forces vives qui les tiennent, etc. Et ce que nous avons constaté, il y a cela quelques mois, ça a failli basculer, mais heureusement, avec les forces vives, les discussions, les dialogues, les concertations, notamment également les chefs religieux, ils ont joué le rôle, ce qui fait qu'actuellement, le calme est revenu. Nous parlerons aussi du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg qui s'est refermé vendredi 28 juillet dernier. Et puis du coup d'État au Niger avec le renversement du président Mohamedou Issoufou, mais le président Bazoum plutôt. Mohamed Bazoum qui a été renversé donc mercredi 26 juillet dernier. Accent du Sud, c'est de la très bonne musique d'ailleurs, originaire du Sud. L'Afrique à l'honneur aujourd'hui avec les filles de Ili Gadad. Je reprends, les filles de Ili Gadad, oui, du Niger, Blême du Burkina Faso, Benoît Biton du Cameroun. Commençons tout de suite par l'artiste sénégalais Chérifou qui chante Pop Pop. L'émission c'est Accent du Sud sur la CISM. Je reçois aujourd'hui le docteur Landine Ndiaye. Il est président du mouvement panafricain des leaders en Afrique. Je suis William Baïha, nous pensons autrement. Bienvenue. Xawalani adunya du ben fan ki nga toge tay bu suba mun la yay kay ma digal ni bu di xol nit di ko ñi mëna la yobé ñaan ya ngi kop bakale may pop pop ci xalé ngay pop bakale ci moté mono dabé man sama bugulé bul salé gis na ni dole feeling kay la pousalé so bugulé bul salé baaw so xor ñandalé dé bako topé da ngay dé ay waay yéeg naa li nga nekkee ama lay bal mbaax nga may fexeel ay dóor rek bal dóore ay gis naa la ngay lëre dogoore man gis naa ni may woore bul defee ni li nga nekkee yëguma ko dama doylu boo defee ni yàgg na yow ñëpp na la nga bégal la coow rek yow dëkkal coow rek yow dëkkal coow rek démb yaa ni woon ni guri di woo kon lu la jàpp tey ba nga ne ci yoon non pareeg ma non tàmbaleeg ma yaay sa xol ci ñaan sabu dooma bi falam nene baraka yaa ngi kop bakale may pop ci xale ngay pop bakale ci mote mono dabe yow wutul beneen yoon doo jaare yow demoo ku ne ci am da jëm ko gaare baaw soxor ñandale dee boko toppee da ngay dee fiiru safal
Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Chérifou chante Pop Pop. Je suis dans ce studio avec le docteur Landine Biaye. Merci d'être toujours là. Tu es le président du mouvement panafricain des leaders en Afrique. Avec toi, je parle de l'actualité et de la démocratie en Afrique. Et nous avons décidé de discuter de cette question depuis quelques semaines, je le disais tout à l'heure en introduction, à partir donc de la situation au Sénégal. Et votre formule, lorsque nous en parlions, était que la vitrine de la démocratie a été brisée au Sénégal. Mais avant de parler du Sénégal, parlons maintenant du Niger. Que vous inspire le récent coup d'État au Niger, à Niamey, qui porte des militaires au pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Encore une fois, nous pensons que la problématique de la sécurité persiste ici, dans la mesure où tout ce qui est autour de l'Afrique centrale est basculé entre les mains de l'armée ou du terrorisme. Ce que nous constatons, c'est que c'est déplorable parce que tout simplement, Issoufou, le président dont Mohamed Bassoum a remplacé, il avait eu peut-être, ici il voulait, il pouvait faire un troisième mandat, mais il est sorti par la grande porte. On s'est dit que le Niger prend un nouveau souffle, le Niger commence à prendre les chemins d'un pays démocratique. Après Mohamed Bassoum, qui est démocratiquement élu, malheureusement encore, l'armée a encore pris le pouvoir, notamment le général Abdourahmane, nommément Oumar, qu'on l'appelle, Tchani. Et c'est quelque chose qui est déplorable parce qu'un coup d'État, ça ne règle pas du tout le problème. Mais ce qui est important de noter, moi, en tant que président du MPEL Afrique, le mouvement qui est représenté dans 45 pays d'Afrique et de la diaspora, quand j'ai tâté le pouls, j'ai fait un sondage par rapport au bureau qui est représenté au niveau du Niger par rapport à ce coup d'État, les avis sont partagés. Bon, apparemment, la population est vraiment dessus par rapport à Mohamed Bassoum, depuis qu'il a pris le pouvoir, etc. Et les gens pensent que c'est un mal nécessaire pour d'autres, et pour d'autres, c'est regrettable. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'un coup d'État ne règle jamais un problème. Oui, mais la question aujourd'hui avec les coups d'État en Afrique, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça ne pose pas le problème du modèle de l'alternance d'un premier point de vue et deuxième chose, de l'agenda même, c'est-à-dire des personnes qui sont élues, parce que le cas du président Bazoum et du président Issoufou avant lui, pour poser un problème en rapport avec la sécurité du Mali, parce qu'il y a du Mali, du Niger, parce qu'on voit que le Niger, aujourd'hui, peut-être plus qu'il y a quelques années, est la base arrière d'un certain nombre de groupes terroristes. Et le président Bazoum a fait une déclaration il y a une semaine, environ 10 jours, où il disait que les forces nigériennes sont moins bien formées que les terroristes. Et il critiquait également ses collègues du Mali, du Burkina Faso, qui arment les populations locales pour faire face au terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que veulent les populations et ce que les présidents démocratiquement élus leur proposent? Effectivement, parce que les discours changent. Quand on n'est pas au pouvoir et quand on est au pouvoir, nous constatons que les discours changent, en fait. Quand aujourd'hui, les politiciens veulent prendre le pouvoir, ils sont à l'écoute de la population. Ils sont à la merci de la population. Mais une fois au pouvoir, c'est comme s'ils ne sont pas là comme serviteurs de leur population, mais plutôt des Occidentaux. C'est ça qui crée un fossé entre ce qui se fait en réalité et ce que la population vit en réalité. Imaginez-vous, celui-là qui a fait le coup d'État, Abdourahmane Tchani, il est le garde présidentiel. Je pense que c'est le président Issoufou en 2011 qui l'a nommé comme garde présidentiel. 2018, il a nommé comme général, etc. Pour vous dire que
Mais celui qui te tue, c'est celui-là qui est toujours avec toi, etc. C'est extraordinaire. Maintenant, s'il y a eu une déception, parce que ces coups d'État, etc., ne peuvent pas sortir ex nihilo, il y a des raisons. Les raisons, c'est quoi? Moi, personnellement, Mohamed Bassoum, aux élections, je me rappelle très bien de ses propos qu'il disait, etc. Le pouvoir va revenir au peuple, etc. Nous sommes les serviteurs du peuple, nous sommes là pour le peuple, etc. Mais depuis lors, ce qu'il fait, les pas qu'il met en place, on ne comprend pas rien du tout. Mais justement, la question de la démocratie en Afrique est toujours un peu compliquée à évaluer parce que en même temps, au niveau international, je parle notamment dans les pays occidentaux, on promeut l'alternance des élections, etc. Mais les mêmes pays occidentaux, quand par exemple les populations locales demandent un truc qui ne va pas dans le sens justement de l'Occident, c'est considéré comme en fait, on essaie de nier ça, parce que l'un des problèmes de ce que j'ai perçu, tu me diras ce que toi tu en penses, l'un des problèmes du président Bazoum, c'est que lorsque le Mali a demandé le départ de la force française, le Niger a pris le contre-pied de cela en demandant justement l'accueil des forces françaises, d'une base militaire française au Niger. À la fois, donc ça a mis à mal la coopération sous-régionale, notamment avec le Mali, sur la coopération sur la lutte contre le terrorisme. Et dans tous les cas, ça a mis le Niger un peu à contre-pied du sens de l'histoire en Afrique aujourd'hui, qui est une sorte de désengagement des alliances avec les Occidentaux. Tout à fait. Regarde bien mon regard. Si tu prends le général ou le capitaine du Mali, tu prends Assimi Goïta, si tu prends le capitaine Ibrahim de Burkina, ils ont cette légitimité de la population en fait. Ils s'en foutent des propositions, des recommandations des Occidentaux. Dès lors que tu assois un petit peu ce qu'on appelle cette légitimité, tu es à l'écoute de votre population, je pense qu'il ne faut pas craindre rien du tout par rapport à ce qui va se passer. Mais comme je t'ai dit, Mohamed Bassoum, ce qu'il disait avant de prendre le pouvoir et ce qu'il est en train de faire, c'est différent. Ce qui est, à mon avis, le soubassement de ça, c'est le sentiment anti-français qui commence à prendre le dessus. Et si aujourd'hui, la population ou l'armée, la masse silencieuse, comme on dit, constate que tu es à la merci, tu es le gouverneur des Occidentaux dans leur propre pays, ma foi attend à tout moment à ce qu'ils prennent le pouvoir. C'est ça qui se passe au Niger et c'est déplorable. C'est pourquoi les avis sont partagés. D'autres, ils sont dit qu'on est tout à fait d'accord parce que Mohamed Bassoum, ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire, c'est totalement différent. Comment aujourd'hui, dans un pays démocratique, dans un pays souverain, que tu permets de donner les fondamentaux, l'armée, la police, la gendarmerie aux Occidentaux afin qu'ils puissent assurer ta sécurité avec tout le budget que tu as? Comment tu peux prétendre à cela? Et Niger, c'est stratégique. Niger, c'est à la frontière du Burkina, à la frontière du Togo. C'est un pays qui est frontalier à 5 pays. Donc, il y a une porosité frontière. Maintenant, au lieu de sécuriser votre population, vous ne le faites pas. Vous êtes en train d'exécuter les ordres des Occidentaux et la population. Aujourd'hui, s'ils ne réclament pas ou ils ne font pas des mouvements de soulèvement ou des marches pacifiques pour dénoncer cela, cela veut dire tout simplement qu'ils sont d'accord à ces coups d'État. Mais malheureusement, ces coups d'État ne me permettent pas. Un développement d'un pays, c'est toujours en retard. C'est un éternel recommencement, un sempiternel recommencement. Ça n'aboutit à rien du tout. C'est comme si on tournait autour de la peau. C'est comme si on tournait autour de la tour de Babel. Ça ne donne rien du tout. La question du sentiment anti-français, pour parler de cette question du Sahel, qui est particulière et qui n'est pas vraiment liée, ou bien pas directement, disons, liée à la question de la démocratie. Moi, je voudrais là qu'on fasse une sorte de conversation parce que je vais donner un point de vue. Je dirais que dire sentiment anti-français, c'est une manière française, très française, de considérer
les opinions publiques en Afrique. C'est-à-dire de se dire que les opinions publiques en Afrique se constituent autour de la France, de telle sorte que ça doit être pro ou anti. Ça peut tout simplement être une considération personnelle de se dire que nous voulons un peu plus de liberté maintenant et que ça n'a rien à voir spécifiquement avec la France ou avec un autre pays. C'est juste une question de dire on veut plus de liberté. Il se trouve que pour le moment, les personnes qui empêchent cette liberté, c'est les Français. Mais ce n'est pas vraiment un sentiment anti-français puisque les gens continuent à parler français en Afrique, à revendiquer même la langue française, à chanter. William, permets-moi de t'interrompre. Oui. Pour te dire qu'il y a un nouveau vent de révolution anti-français qui est en train de souffler sur toute la côte littorale de l'Afrique de l'Ouest. Je te donne un exemple. C'est quoi? L'Algérie. L'Algérie, depuis le mois de juillet, la langue française n'est plus la langue officielle, c'est l'anglais. 1. 2. Égypte, c'est un pays anglophone. Maroc, depuis... L'arabe et l'anglais. Oui, l'arabe et l'anglais. Maroc, depuis un moment, je pense 2 mois ou 1 mois et demi, ils ont retiré la langue française comme la langue officielle. Si tu prends le Mali, depuis 1960, la langue française est la langue officielle. Maintenant, ils l'ont retiré avec la nouvelle constitution qu'ils ont votée. Maintenant, ils ont pris leurs 11 langues locales les plus parlées, c'est la langue officielle. La langue officielle. Pour vous dire que la France commence à perdre du terrain. Et ça, c'est une réalité. Si aujourd'hui, comment on peut comprendre tout ça? Actuellement, ça reste que 15 pays qui ont une langue officielle, alors qu'auparavant, c'était une vingtaine. Cela veut dire carrément que les gens sont réveillés, au fait. Les gens il y a une nouvelle conscience qui se disent que, écoute, on ne peut pas être le continent le plus riche en termes de ressources naturelles. On a le soleil, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Il y a des mines. Il y a des mines, il y a du pétrole, il y a du gaz. On a tout ce qu'il faut. Mais à contrario, on constate que les gens sont en train de nous utiliser. Nous sommes là à être sucés comme du n'importe comment. Mais tu sais, l'Afrique a raté ce qu'on appelle l'esclavage. L'ère de l'esclavage, on l'a raté. L'ère de l'industrialisation, on l'a raté. L'ère de la colonisation, on l'a raté. Mais maintenant, l'ère du numérique, on est tous partis du même pied d'égalité. Dans tous les pays où les télévisions, les radios ne disent pas ou ne montrent pas les faits, mais les réseaux sociaux sont en train d'éveiller, de conscientiser, de montrer la réalité. Ce qui fait que, naturellement, les gens se rebellent, naturellement. Et ce sentiment-là, c'est ça. Imaginez-vous, la France est le seul pays européen qui continue à exercer ce qu'il fait depuis 60 ans. C'est inadmissible, c'est inacceptable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, ce n'est pas possible. Et ils ont compris, ils savent pertinemment que, je pense que le président Macron l'a dit lors de sa tournée dans les 3 pays au niveau de l'Afrique centrale. Il dit que la perception que les gens avaient de la France est totalement différente. Les marchés, les projets, etc., ce ne sera pas donné comme cadeau comme auparavant. Il suffit un coup de fil pour qu'on vous donne un projet ou un marché avec des coûts de milliards. Maintenant, ce n'est plus permis. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. C'est difficile, le chemin, mais je pense que la mutation, elle est lente, mais elle se verra. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a la résurrection d'un esprit sankariste? Parce que Sankara, on se rappelle, en 84, il avait pris le pouvoir par un coup d'État. Malheureusement, il était seul dans un océan. 83. Oui, 83, exactement. Il avait pris le pouvoir par un coup d'État. Et on était, à cette époque-là, il était seul dans un océan de servitude. Mais aujourd'hui, on a le Mali d'abord, on a le Burkina Faso, on a déjà le Niger et peut-être d'autres pays. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, d'une manière inattendue, le réveil d'un esprit sankariste, c'est-à-dire une prise de pouvoir par des forces endogènes? Effectivement, le réveil a sonné, la récréation est terminée. Et c'est ce qui se passe. Parce que les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, ils étaient des années de lumière d'avance par rapport à leur génération. Ça arrive.
il arrive qu'il y a des personnes qui ont une vision beaucoup plus lointaine et qui dépassent la vision de celle-là avec qui ils vivent. Les discours de Thomas Sankara, les discours de Kwame Nkrumah, les discours de Cheikh Anta Diop, c'est l'actualité actuelle. Et les gens l'ont dit, l'ont théorisé, l'ont dit partout. Et ses fils et ses petits-fils spirituels de Cheikh Anta Diop, de Thomas Sankara, sont ceux-là, cette génération. C'est pourquoi nous, on l'a compris, le mouvement panafricain des leaders, c'est pourquoi chaque année, on va aller dans un pays pour conscientiser cette jeune, pour les éveiller, pour leur dire la vérité, pour leur donner les bonnes informations. Parce que celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est dans ce sens que nous travaillons. Et nous pensons que les graines que nous semons partout, dans tous les pays africains, peut-être dans 10 ans, 15 ans, ils vont donner des fruits consommables, acceptables et productifs pour l'intérêt supérieur de l'Afrique et les Africains. Les filles de Ili Gadad chantent Inseg sur les accents du Sud. Il s'agit d'un groupe de musique touareg du Niger. Je reçois aujourd'hui le président du mouvement panafricain des leaders en Afrique, le docteur Landing Biaye. Avec lui, on parle de l'actualité de la démocratie en Afrique. Après avoir discuté du récent coup d'État donc, au Niger, parlons à présent, docteur, du cas du Sénégal. Quel est l'état de la démocratie dans ce pays considéré, surtout en Occident, ces dernières années, ces dernières décennies, disons au moins depuis l'an 2000, comme un modèle de démocratie, ne serait-ce que en matière d'alternance au sommet de l'État? Quel est l'état aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que mon objectivité sera un petit peu remise en question dans la mesure où c'est la fibre patriotique qui pourrait prendre le dessus. C'est tout à fait normal. Mais moi, comme je t'ai dit dès l'entame de mes propos, le Sénégal, c'est un pays démocratique où un pays démocratique avec une cotation imparfaite, dans la mesure où on voit certains éléments qui font que, voilà, on ne peut pas dire qu'on est un pays à démocratie parfaite, mais plutôt une démocratie à parfaire, dans la mesure où des fois on constate que la justice est manipulée. Le contrepoids, comme l'Assemblée nationale, n'est pas le cas. Parce que quand le président de la République a une majorité mécanique, il dicte sa loi. Quand aujourd'hui la justice est manipulée, etc., qu'il y ait des arrestations arbitraires, etc., là, on ne peut pas dire qu'on a une démocratie parfaite. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Sénégal reste un pays démocratique dans la mesure où les fondamentaux, les baromètres vitaux pour mesurer la démocratie d'un pays sont restés intacts, dans la mesure où le Sénégal, c'est l'un des pays les plus réguliers en élection. Depuis 1960 jusqu'à 2024,
il y a eu régulièrement des élections. Aucune élection présidentielle n'a jamais été reportée. Ça, c'est une. Deux, les élections législatives se font. Il y a plus de 300 partis politiques. Il y a cette liberté d'expression. Le président de la République est injurié, il est calomnié, etc. Ça, c'est permis. Également aussi, les médias ont ce pouvoir. Il y a pas mal de mouvements. Il y a cette liberté d'association, etc. Donc, si on se base sur ça, oui, c'est un pays démocratique. Par contre, l'imperfection de cette démocratie, c'est la manipulation de cette justice qu'on utilise pour combattre des opposants politiques. Naturellement, tu vas venir à cette question, le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, etc. Par rapport à ce qu'on l'avait accusé comme viol, diffamation, etc. Nous savons tous personnellement que mais ce n'est que nini, il n'y a rien du tout dans ces accusations. Donc, alors, l'enjeu au Sénégal, on en parle pour des personnes qui tomberaient sur l'émission et qui ne sauraient pas précisément ce qui se passe au Sénégal, c'est que le président Macky Sall, qui a été élu en 2012, et par un ensemble donc, de circonstances encore particulières en ce moment-là, il a été élu en 2012 et il a pu dire qu'il ne se présenterait pas à plus de 2 mandats, mais plus donc les élections de l'année prochaine approchent, 2024, plus il n'était pas très sûr qu'il ne se représenterait pas. Donc ça a créé beaucoup de tensions et en début de mois, donc en début juillet, il a annoncé qu'il ne se représenterait finalement pas. Donc voilà pourquoi on parle du Sénégal aujourd'hui. Mais peut-être pendant 2 ans environ, l'atmosphère politique s'est très tendue, sans compter maintenant, même pendant le dernier mandat de Macky Sall, l'avant-dernier mandat de Macky Sall, son premier mandat, il y a eu l'élimination par des manœuvres judiciaires du fils de l'ancien président Karim Wade, mais également du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Voilà. Et donc, il y a eu un ensemble des prémices. Des prémices, en fait, qui nous permettent aujourd'hui de poser cette question. Alors, le président Macky Sall dit qu'il ne se représente pas, mais est-ce que ça veut dire qu'il laisse le jeu politique sénégalais ouvert? Merci beaucoup, William. Je me réjouis des informations que tu as et également aussi la connexion que tu as avec mon pays. Et si tu parviens à citer certaines personnes, certaines figures politiques du Sénégal, cela montre carrément que tu restes attaché à mon pays et ça me fait plaisir. En fait, juste comme tu l'as si bien dit, effectivement, il y avait les prémices. Macky Sall n'a pas uniquement éliminé l'ancien fils de le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ni le maire de Khalifa Sall. Il a commencé dans sa propre coalition. Les gens avec qui ils étaient en 2012, les Youssou N'Dour, l'ancien premier ministre, mon mentor Ousmane Tanor Dieng, le parti de l'opposition d'Assengo, j'étais le responsable des jeunes, etc., etc. Il a commencé par ces figures emblématiques de cette coalition en modifiant la Constitution. Celui qui a plus de 75 ans, vous ne pouvez pas prétendre à la candidature présidentielle, etc. Donc, ces gens ont été éliminés. Néanmoins, il les a donné des postes de responsabilité comme l'Assemblée nationale, comme le Haut Conseil des collectivités territoriales. Quand il a fini avec ces gens-là, ces membres de la coalition, il commence avec le fils de Abdoulaye Wade. Tout le monde était d'accord parce que c'était une demande sociale, parce que lors du régime de Abdoulaye Wade, il y a eu pas mal de détournements, etc. Là, on était d'accord. Khalifa Sall, lui, pareillement, etc. Mais lui, il ne voulait pas le soutenir pour ces élections 2019 parce qu'il voulait avoir un deuxième mandat, etc. Là également, la population a suivi. Mais le nœud-gorgien, la problématique, le problème, c'était la chouchou de la jeunesse, qui est Ousmane Sonko. Parce qu'il a commencé par dénoncer tout ce qui s'est passé
les problématiques de la malgouvernance, etc., etc. Et également aussi son idéologie qui est basée sur le nationalisme, sur le patriotisme, etc. Et quand il a constaté que celui-ci, si on continue à le laisser comme ça, naturellement, il va prendre une envergure, etc. Ils ont commencé à piéger, viol contre une fille. Quand on a fini avec ça, oui, diffamation, etc., etc. Donc, lui, il s'attendait à briller. Moi, c'est mon sentiment. Parce que si vous n'êtes pas candidat aux élections 2024, il ne fallait pas garder le suspense. Donc, il tâtait le pouls. Il voulait éliminer tout pour avoir le chemin pour lui et pour moi. Mais n'eût été la vaillance, n'eût été la bravoure de la jeunesse qui s'est tenue debout autour d'un bloc bloqué pour lui dire que non, ça ne se passera pas. À la fin, il s'est remis en question et c'est pourquoi il a fait cette déclaration. En plus, cette déclaration, moi, à mon avis, c'est mon point de vue. La troisième candidature de Macky Sall ne posait pas problème, mais plutôt c'est la non-candidature de Ousmane Sonko qui poserait plus de dégâts. Oui. En réalité, parce que ce que nous avons constaté, quand il a dit que je ne suis plus candidat aux élections de 2024, il n'y a qu'une dièse populaire, personne n'a jubilé. C'est comme si ça faisait rien. Ça allait de soi. Ouais, en plus, il a respecté la Constitution parce qu'il a dit 8 fois, et il a dit 8 fois que c'est son dernier mandat. Également aussi, il a dit dans 3 pays différents que c'était son dernier mandat. Il a écrit dans un livre également pour dire que c'est son dernier mandat. Moi-même qui te parle, j'ai fait campagne en 2016 pour la nouvelle constitution sur les 15 points. Moi-même, j'ai fait 14 régions du Sénégal à cause de ça. Donc, les soubassements de ce changement de la constitution n'est autre que la limitation des mandats sur le quinquennat. 2 mandats de 5 ans. On ne peut plus le dépasser. Mais on a vu en Afrique de l'Ouest, notamment au cours des 4 dernières années, des présidents qui avaient annoncé qu'ils ne feraient que 2 mandats, rempilés avec d'ailleurs la bénédiction des pays occidentaux, notamment en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ou l'ancien président guinéen Alpha Condé, qui ont dit dès le départ, même avant d'arriver au pouvoir, qu'ils ne feraient que 2 mandats. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils ne feraient que 2 mandats. Dans leur premier mandat, ils ont dit qu'ils ne feraient que 2 mandats. Mais lorsque le deuxième mandat est terminé... ils n'en ont fait. Mais c'est là, je ne prends pas la grosse tête, mais c'est là où que tu sens le contrepoids démocratique. En Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara a dit que ouais, c'est mon dernier mandat, son premier ministre est décédé, il l'a remplacé par un autre qui est décédé, etc. Il s'est dit, écoute, j'avais pas l'intention de briguer un 3e mandat, mais mes successeurs sont tous décédés, donc là, je suis obligé. Est-ce qu'il y a eu une manifestation en Côte d'Ivoire? Non, il n'y en avait pas. Il a gagné avec un score étriqué, un score russe, soviétique de 98% ou 95%, 92%, en tout cas dans les 90%, etc. Alassane Ouattara, Alpha Condé, c'est pareillement. Pareillement, il a eu un score soviétique, etc. Mais Macky Sall, en face de lui, il y avait une jeunesse. Mais justement, je vais terminer peut-être par là dans cette partie-ci. La particularité de ce que j'ai vu au Sénégal au cours du mois de mai notamment, c'est-à-dire dans les dernières manifestations vraiment les plus chaudes où les personnes sont mortes, surtout après la condamnation d'Ousmane Sonko. C'est ça. Je ne sais pas si c'était en avril ou en mai, mes souvenirs ne sont pas bons. C'est ça. Il n'y avait pas vraiment de mouvement très organisé au sens de partis politiques ou bien de mouvements comme Y'en a marre en 2012, mais c'était des jeunes, des familles d'ailleurs, et même des citoyens de différents âges qui étaient sortis, qui faisaient des blocus, etc. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire quelque chose qui est très, 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 très important. Parce que même l'opposition, qui aujourd'hui a eu plusieurs postes au niveau de l'Assemblée nationale, c'est grâce à Ousmane Sonko. Mais ces gens-là, ils savent que ce gars, c'est un anti-système. Dès qu'il sera au pouvoir,
eux également aussi, ça ne les arrange pas. C'est pourquoi on dit la politique, c'est le cimetière de la loyauté. Les gens ne cherchent que les intérêts. C'est le cimetière de la loyauté. C'est le cimetière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. À tout moment, il peut te poignarder dans le dos. Et c'est le cas. Les gens qui l'ont poussé, à un moment donné, ils ont senti que si Ousmane Sonko n'est pas candidat, ça nous arrange parce qu'on a plus de sens d'être à la tête du pays. Maintenant, si aujourd'hui, moi, ce dont je suis sûr, c'est qu'on engage une élection transparente, sincère. À 17h, on ferme les bureaux de vote. À 17h, il sera élu à plus de 50% des élections. Maintenant, moi, en tant que politique, si je sais que celui-là, s'il tient le pouvoir, je dis au revoir, c'est fini. Parce qu'il sera là pour 10 ans encore. Et 10 ans, moi, si on rajoute à mon âge, j'aurai plus de 75 ans. Et je dis au revoir à mon ambition d'être président de la République. C'est pourquoi je dis, ils sont tous hypocrites, autant qu'ils sont. Ceux-là qui sont pas totalement. Il y a des gens qui continuent toujours à le soutenir, mais d'autres qui sont partis faire le dialogue politique auprès de Macky Sall, juste pour être candidat. C'est le cas de Karim Wade, c'est le cas de Khalifa Ababacar Sall, alors qu'ils étaient dans l'opposition pour soutenir Ousmane Sonko. Ils ont eu pas mal de maires, ils ont eu pas mal de députés grâce à ce monsieur-là, mais actuellement, ils sont en train de le laisser, de l'abandonner. Mais ce n'est pas une leçon pour l'ensemble des pays africains, en ce que, justement, l'émergence de mouvements politiques qui ne soient pas vraiment ni de gauche ni de droite, mais des mouvements politiques très ancrés, c'est-à-dire sur les besoins des populations, parce qu'il faut rappeler quand même que, à part peut-être quelques passages furtifs en Europe, ces nouveaux leaders politiques, notamment Ousmane Sonko, c'est des gens qui ont été vraiment élevés au Sénégal, qui ont suivi le système éducatif sénégalais, qui ont vraiment un univers extrêmement sénégalais, et donc qui ont des catégories politiques qui ne sont pas attendues, c'est-à-dire dans le balancement gauche-droite. Est-ce que l'émergence de ce type de personnes ne va pas se généraliser en Afrique? Toi qui gères donc une ONG panafricaine. Effectivement, c'est notre objectif premier, c'est d'implanter dans tous les pays d'Afrique de Ousmane Sonko. Pas Ousmane Sonko sur le plan biologique, mais sur le plan spirituel, sur le plan du nationalisme, sur le plan du patriotisme, etc. William, depuis 1960, on est en train de faire toujours la même chose, avec les mêmes politiciens. Ça n'a jamais résolu les problèmes. Aujourd'hui, le Sénégal a une grande chance. Je pense que le guerrier, le soldat Sonko, il faut le soutenir. Si on le perd, peut-être on attendra 10 ans d'avoir Ousmane Sonko. Burkina, ils ont baissé les bras jusqu'à ce qu'ils perdent Thomas Sankara. Actuellement, si un Thomas Sankara ou si un Cheikh Anta Diop régénère de ses cendres et prend l'image d'Ousmane Sonko, je pense que les jeunes... Et je te fais une confidence. J'étais assistant parlementaire à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et actuellement, les assistants parlementaires me disent si Ousmane Sonko n'est pas président de la République, ils vont quitter le pays. Cela veut dire que même les gens qui ne s'expriment pas, même les intellectuels aujourd'hui qui ne s'expriment pas, qui ne disent pas à haute intelligible voix ce qu'ils ressentent, mais tous dans le cœur, ils savent que ce monsieur-là, peut-être ce sera le Messie, peut-être celui-là qui va mettre en place l'égalité des chances, qui va mettre les concours, qu'il n'y ait pas de, comment on appelle là, qu'il n'y ait pas de favoritisme, de népotisme, etc. Égalité des chances, concours dans tous les postes électifs, etc., etc. Et peut-être on penserait que l'intelligence ou la compétence serait au-dessus du favoritisme ou de l'amateurisme, comme on est en train de le constater dans pas mal de pays. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il laisse cette chance, et s'il laisse Ousmane Sonko le dit, et j'aime bien ce qu'il dit, il dit que ce n'est pas le président Macky Sall qui m'empêchera d'être président de la République, mais plutôt si la jeunesse laisse faire Macky Sall. Là, je pourrais dire qu'au moins j'ai essayé, mais j'ai échoué.
Kapakai kalibu dumyara sangye nugu pakai akale mi mamwe kapakai kalibu dumyara talamari mampus da when barka bela safi game kum sanda kapwi di tata masale beta sesale nugu pakai akale mi mamwe kapakai kalibu dumyara sangye nugu pakai akale mi mamwe kapakai kalibu dumyara talamari asafi la wotone a bonsoir pour somnia tu saibu santo do falaka do tabia usoro site me anampa me ya wele hey pilori fona nyiga mo wabara la kompa me ya wele hey pilori every time la kompa me ya wele ntatama bale mayoda be arbiga da tolo ya binera asafi somba silere nyiga lebo wa wala bile iti ton kami booming samman usta wena barka bala safi jama. Blême sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Le titre à l'écoute est Safi. Toujours en compagnie du président du mouvement panafricain des leaders en Afrique, le docteur Landine Biaye. Docteur, la Russie a accueilli les 27 et 28 juillet dernier 49 pays africains à Saint-Pétersbourg. Et la déclaration finale du sommet plaide pour un monde multipolaire. C'est toujours un peu la démocratie, mais au niveau mondial, là, de dire que tous les pays, toutes les régions du monde doivent avoir un mot à dire. Mais avant de commencer, il y a eu je ne sais pas si tu as suivi cet échange de mots entre le président Macky Sall et le capitaine Ibrahim du Burkina. Alors, je voudrais t'entendre là-dessus, parce que c'est vraiment un affrontement entre deux générations, même pas si éloigné que ça, parce que Macky Sall est dans la cinquantaine, si je ne m'abuse. Ouais, 59. Il est né en 1951. 1961, donc il est dans la soixantaine, donc il a une jeune soixantenaire. Et puis, le capitaine, le président donc, du Burkina Faso, le nom m'échappe là. Ibrahim. Oui, capitaine Ibrahim. Alors, lui, il est dans la trentaine. Et il y a eu un échange de propos où le président du Burkina Faso disait que les pays africains et les présidents africains doivent arrêter d'être dans une situation de mendicité et de prendre le courage d'affirmer et de tenir en fait, de tenir tête et par exemple de prendre en charge leur sécurité par tous les moyens utiles et possibles, y compris donc la mobilisation des populations, et que ces populations ne devraient pas être considérées comme des milices, parce que comme on peut voir dans d'autres guerres, par exemple en Ukraine, où c'est une défense populaire, et en Ukraine il n'y a pas de milices, et il n'y a pas de raison pour que les Burkinabés qui prennent des armes contre les terroristes soient qualifiés de milices. Et puis il y a eu la réponse de Macky Sall, qui lui demandait un peu plus de modestie, en lui disant que chaque génération a ses responsabilités. Quelle a été je disais, j'ai fait un peu rapidement pour que les gens comprennent de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Non, mais le capitaine Ibrahim a raison sur le président Macky Sall. Moi, ce que je ne comprends pas, Macky Sall, il est né après les indépendances. C'est ça. Donc, il n'a pas subi la colonisation, il n'a pas vu les colons. Peut-être il a été enseigné par les colons. Parce que Macky Sall, moi, je suis sorti je suis sorti du même institut que lui, l'Institut des sciences, de la géologie et de la terre, de la faculté des sciences et techniques, etc. Il était la dernière génération qui a eu des coopérants, oui, qui ont été enseignés par les colons, etc. Oui, etc. Il a fait Paris 1 an ou 2 ans après parce qu'on donnait des bourses gratuitement. Mais lui, on l'avait privé de bourses parce que il était gréviste, etc. Il était un récalcitrant. Voilà, il était récalcitrant comme nous, d'abord, comme moi-même qui te parle. Donc, bref. Mais ce qui est un constat, ou la constante, c'est que la majorité des Africains pensent comme
le capitaine Ibrahim Ibrahim Traoré. Traoré. Parce qu'il a raison. Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, c'est lui-même qui est parti en Russie pour voir Vladimir Poutine pour lui dire quoi? Mais vous faites la guerre n'est pas bon pour l'Afrique, libérez-nous parce qu'on a besoin du blé. Ça veut dire quoi ça? C'est de la mendicité. C'est de la mendicité. Ben, on ne peut pas dire le contraire, mais il a raison. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, quand il y a un rapport de force, tu tends toujours la main, on ne te sent pas, on te prend comme un mendiant. Et le président d'Afrique du Sud l'avait dit dans son sommet, et je pense que c'est ça la réalité, dans les rencontres des sommets des pays du monde, etc., à chaque fois, on dit oui, vous les Africains, écoutez, on va vous donner, par exemple, 150 milliards de dollars, etc. On écrit ça sur un chiffre. Après, on rentre chez nous un an plus tard. On attend cet argent. On ne le voit pas. Oui, on ne le trouve jamais. C'est quoi? Parce que tout simplement, on ne te respecte pas. Si aujourd'hui, c'est eux seulement qui se déplacent. Moi, je n'ai jamais vu un pays européen ou un président européen ou américain, etc., viennent parce que tout simplement, c'est les Africains qui les invitent sur un sommet. Mais plutôt, c'est toujours le contraire. Comme Thomas Sankara le disait, la main tendue ne sera jamais respectée parce que ta main sera toujours en dessous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un discours que moi j'approuve, moi, j'admets, j'accepte parce que tout simplement, c'est la réalité. Et même le ministre des Affaires étrangères de la Russie, avant même qu'il se déplace, les 6 paysans ou 4 paysans qui se sont déplacés il y a cela quelques mois pour essayer de gérer le conflit la russe, solution africaine, etc. Même le ministre des Affaires étrangères de la Russie avait dit publiquement en France 24 que les pays africains qui vont se déplacer, les présidents africains qui vont se déplacer pour essayer de résoudre le problème de la Russie contre l'Ukraine, ils n'ont pas le poids. Avant même qu'ils se déplacent, ils disent qu'ils n'ont pas le poids. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Mais on ne peut pas comprendre que la superficie de terre arable, là où on peut cultiver, c'est immensément immense, mais à tel point qu'on ne peut pas même l'utiliser. On a le soleil, on a l'eau, regarde tout le lac qu'on a. Mais je ne comprends pas pourquoi on va aller là-bas pour dire quoi? Juste pour signer des protocoles d'accord où tu es toujours biaisé. Et ces protocoles d'accord, tu le fais depuis 40 ans, ça ne donne rien du tout. En plus de ça, moi, le problème de l'Afrique, moi je pense que ce sont les Africains qui ne veulent pas le résoudre. Imaginez-vous, tu as l'Union africaine. Si aujourd'hui l'Union africaine demande ou exige à tous les pays limitrophes du Sahel de mobiliser ne serait-ce que 2000 soldats. Le Sénégal mobilise 2000 soldats. Côte d'Ivoire mobilise 2000 soldats. Guinée mobilise 2000 soldats, etc., etc. Mali, 2000 soldats. Il faut un assaut. Au niveau des frontières, vous ne pensez pas que le problème ne sera pas résolu? Qu'on se dise les vérités. Chaque pays mobilise 2000 soldats. Il faut un assaut direct, mais le combat est fini. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais il y a l'anguille sous roche. C'est ça la grande équation. C'est-à-dire que les Occidentaux, ils aiment diviser pour mieux régner. C'est tout. Mais pour parler de la question, par exemple, des terres arabes, parce que l'un des aspects que le capitaine Ibrahim Traoré a évoqué, c'est l'aspect de la sécurité alimentaire. Et il a dit les pays africains qui n'ont pas de problème de sécurité, parce que c'est quand même l'écrasante majorité, contrairement à ce qu'on pense. Tout à fait. Les pays africains qui ont des problèmes de sécurité, c'est une dizaine de pays africains qui sont notamment Nigeria, Cameroun, les pays de la bande sahélo-sahélienne, l'Ouganda, un peu le Rwanda, le Congo. Et la colonne vertébrale de l'Afrique. Oui, la colonne vertébrale, en fait, où il y a des richesses. Mais le reste des pays africains connaissent quand même des situations de stabilité chronique, on peut dire ça comme ça. Et donc, le président Ibrahim Traoré disait que l'Afrique compte environ 600 millions d'hectares de terres arables. Il n'est pas normal que l'Afrique continue à demander l'importation du blé, que quand la Russie, par exemple, la Russie a suspendu l'accord d'exportation du blé ukrainien parce que la Russie avait bloqué au départ du conflit les ports d'exportation de blé. Sur la mer Noire, Rouge. Mer Noire, la mer Noire. Et
À un moment, ils avaient fait un accord pour l'exportation de ça, mais là, ils ont refermé l'accord. Et bon, aujourd'hui, comme on a parlé de la démocratie en Afrique aujourd'hui, quelle est l'importance, justement la réponse est un peu dans la question, mais je voudrais avoir ton point de vue. Quelle est l'importance d'avoir des leaders, des dirigeants choisis par la population dans l'articulation des politiques, par exemple, économiques, endogènes, c'est-à-dire de production, par exemple, de ces richesses, de telle sorte que la population puisse accepter aussi. Parce que parfois, les leaders, les dirigeants ont souvent peur de dire, OK, on va arrêter l'importation de riz, on va manger des trucs locaux, en se disant que, bon, si on fait ça, les populations peut-être vont se révolter, ne seront pas capables de supporter. Mais on a vu au Mali, par exemple, quand la CEDEAO, amenée par le président Ouattara et le président Nana Akufo-Addo, ont fermé les frontières du Mali pendant 8 mois, les populations ont fait bloc autour de leur leader et il n'y a jamais eu de grève de la faim, etc. Est-ce que, justement, il n'y a pas un lien entre le thème que nous sommes en train d'évoquer, donc de la démocratie, et justement l'autosuffisance sur des questions plus économiques et plus alimentaires? Je suis entièrement d'accord avec Joa William dans la mesure où il faut une autosuffisance alimentaire. Il faut une sécurité alimentaire. Quand je parle de sécurité alimentaire, c'est que tu produis abondamment, tu manges abondamment et tu gardes abondamment. C'est ça. Abondamment. Le français, je pense que je vais commencer à l'éviter. Abondamment, c'est tellement compliqué. Abondamment. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que si on fait ce qu'on appelle la préférence nationale, je te donne un exemple. Je suis parti en Guinée-Bissau en 2022 pour notre forum. J'ai discuté avec le ministre de la Jeunesse. Il m'a dit, le Premier ministre m'a dit actuellement, nous ne pouvons pas, avant qu'on trouve une solution, il m'avait dit actuellement, ce serait très difficile de prendre en charge la restauration et l'hébergement de l'hôtel de la jeunesse africaine pendant une semaine, parce que tout simplement, l'argent que nous empruntons de la Banque mondiale, on l'utilise pour faire de l'importation du riz, parce que la population n'a pas quoi manger. Moi, j'étais ébahi. Donc, vous empruntez de l'argent pour prendre ce même argent, le faire retourner à la personne et cette personne te donne le riz. C'est inacceptable. Alors que quand tu vois Guinée-Bissau, ça pleut 9 mois sur 12. Oui, donc, la question d'eau... La question de la fertilité du sol. La fertilité du sol, la quantité d'eau suffisamment, etc., etc. Les sols et les jeunes, la population, la jeunesse représente 70%. Maintenant, c'est quoi la préférence nationale? C'est que ce que vous cultivez chez vous, vous le consommez. Vous faites cette préférence nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, tu l'as bien dit, le cas du Mali, mais embargo pendant 8 mois, on pensait que le Mali, tout le monde va mourir, mais ce n'est pas le cas. Parce que tout simplement, ils ont eu cette légitimité, ils ont eu cette confiance, etc. Si aujourd'hui, je donne juste un exemple, si Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré, comme Thomas Sankara le disait, il prend son propre hilaire, il prend sa propre charrette, il va au champ pour cultiver, je pense que tout le monde va le suivre. Et Ousmane Sonko aussi également, il disait à la jeunesse, écoutez, comme les concerts de casserole qu'on disait, que quand il dit de 8h à 10h, faites un concert de casserole, mais Sénégal, tout le monde fait un concert de casserole. Celui-là, s'il est président de la République, il dit à tout le monde, allez au champ, retournez au champ. Je pense que toute la jeunesse va le suivre et on aura cette autosuffisance alimentaire et cette préférence nationale. Ce n'est autre que la seule solution que je vois pour le développement de l'Afrique et les Africains. Mwambi yiga yegle ungewe Nyembi yong inko mengem Juni jamu hame sebelwe We alome we Ngemwe milibu musira we
Yembiong iso hemengem Ima yema kelme londolwe We chérie kubleni Ngamwembi yike yegle unkunhango Kwi yoni metul Keli yebile me bolilin We yalo me humbong me Juninja muhame hongolwe Igwe yes ni mames malam Ni boni baringwal Inyo kini lenunke uyigime We have him gone menjona wesuwon Bunjilam yon menkis ne wengowon Wawe mon men pugul we jemje Alome we Metabele mening Meye bebe ninyem Meye bebe ninyem Meye bebe ninyem Meye bebe ninyem. Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Vous écoutez Benoît Bitton qui chante En l'homme, une sélection en hommage aux victimes de l'effondrement d'un immeuble résidentiel qui a fait 9 morts à Douala au Cameroun il y a quelques jours. C'est avec ces notes tristes que Accent du Sud rentre en gare. Merci Dr Landine Biaye d'avoir été en ma compagnie. Merci beaucoup William. J'aimerais, si tu me le permets. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Je vais juste accélérer. C'est juste pour t'informer que bientôt on sera au forum de l'Union des Comores. Et ce forum va permettre à plus de 45 pays d'Afrique et de la diaspora, notamment leurs jeunes, de pouvoir venir parler de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et j'espère et j'ose espérer également qu'on fera une émission spéciale sur ce programme du forum qui est l'un des rencontres les plus importantes de la jeunesse africaine. En même temps aussi, le vice-président de l'Assemblée nationale québécoise, l'honorable député Franck Benjamin, a promis d'assister. Également aussi, il y a pas mal de panafricains de l'Amérique et de l'Amérique du Nord nous ont promis qu'ils seront là pour pouvoir parler de l'avenir et du devenir de l'Afrique et des Africains. Peut-être si j'ai du temps et les moyens, je ferai le déplacement également. Et ce sera sous le haut patronage du président de l'Union des Comores, Azali Ansoumani, président en exercice de l'Union africaine. Merci beaucoup Landine Biaye d'avoir été à notre compagnie. Merci à vous de nous suivre toujours sur les Accents du Sud. Les programmes se poursuivent sur la CISM. Retrouvons-nous mardi lorsqu'il sera midi. Au revoir.